Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Je suis un tout petit peu confus d'avoir un peu modifié, mais c'est vrai que j'ai malheureusement un impératif familial qui m'oblige à partir assez vite après mon intervention. Alors bon, c'est vrai que j'ai coordonné le groupe d'experts pour les programmes d'enseignement moral et civique, mais ça n'a pas tellement de rapport avec le sujet. En revanche, effectivement, je suis content, ça tombe très très bien, de dire que vient de paraître, alors sous ma direction et celle d'un collègue qui est exactement le même collègue que celui avec lequel le Régis Ouvrier-Bonnaz a publié son livre sur Pierron, Laurent Gutiérrez, un livre sur le plan Angevin-Vallon, qui est issu effectivement d'une recherche collective entre l'axe que je dirigeais au laboratoire de sciences de l'éducation de Caen, le CERS, et l'axe auquel appartenait, l'axe équivalent auquel appartenait Laurent Gutiérrez, donc au laboratoire de sciences de l'éducation de l'université de Rouen, le CIVIC. Voilà. Donc je vous le montre, hein, parce que j'en suis content. Je note aussi, puisque j'en suis aux références bibliographiques, un livre qui est paru en 2009, je crois, ou en 2010, qui est aussi issu d'un séminaire qu'avait organisé Laurent Gutiérez avec la collaboration de Catherine Counélis, sur Paul Langevin et la réforme de l'enseignement. Alors c'est Paul Langevin, c'est pas Vallon, mais enfin c'est autour quand même du plan Angevin-Vallon, et il y a notamment une contribution due à Laurent Gutiérez sur le deuxième homme, c'est le titre de la contribution, c'est-à-dire Henri Vallon. Voilà. Donc il était évidemment difficile, je pense, pour une journée consacrée à Henri Vallon, de ne pas parler du plan auquel son nom est associé avec celui de Langevin, puisque ce plan, hein, on s'apprête en plus à fêter l'an prochain, en 2017, ses 70 ans. Et il est devenu une référence quasi liturgique de la réforme de l'enseignement, même si, Émile Jallet le rappelait, il n'a jamais été mis en application, hein, et il est resté une espèce de référence comme ça un petit peu mythologique, un petit peu rituel, hein. Il montre quand même aussi que d'une certaine façon il fait partie du patrimoine commun de la vie éducative en France. Il serait intéressant de savoir le nombre d'écoles primaires, sans doute plus que de collèges ou plus que de lycées, beaucoup plus à mon avis que de lycées, qui portent le nom de Langevin-Vallon, ou de Paul Langevin, ou de Henri Vallon tout seul. Donc je vais essayer de présenter ce plan d'une manière la plus synthétique possible, hein. Et puis autant que faire se peut, parce que c'est difficile de savoir comment, quelle est exactement la part de l'influence d'Henri Vallon, de ses propres idées sur les résultats ou les conclusions les plus générales du plan. Mais quand même, chaque fois que c'est possible, j'essaierai de mettre l'accent quand même sur l'action de Vallon dans dans la commission d'où le plan est issu. Alors cette commission, dont le titre officiel était Commission pour la réforme de l'enseignement, elle est installée par le ministre René Capitan, hein, qui était le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, en 1944, fin 1944, en novembre 1944. Et le plan qui en est issu, qu'on appelle le plan Angevin-Vallon, donc issu des travaux de cette commission, a été remis au ministre de l'Éducation nationale, qui n'était plus Capitan, hein, qui était un ministre socialiste, Najlen, en juin 1947. Donc c'est-à-dire que c'est un travail qui a duré plus de 2 ans, hein, plus de 2 ans et demi même, avec une interruption, mais une interruption de 3 mois, ou même pas de 2 mois, qui est due à la mort de Paul Langevin. Langevin est mort en décembre 1946, et Vallon, effectivement, est devenu le président de cette commission à partir de février 1947. Donc en fait, Vallon a été président de la commission un très court temps, de février à juin, hein. Jusqu'alors, il en était le vice-président, avec un autre vice-président, dont on a aussi beaucoup parlé cet après-midi, qui était Henri Pierron. Ah, non seulement ils étaient voisins rue Gay-Lussac, mais ils étaient voisins aussi à la bibliothèque de l'école pratique supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, qui était là où enseignait Paul Langevin, et qui était le lieu où se réunissait tous les jeudis la commission Langevin-Vallon.
Alors, la commission est également s'est organisée assez vite en 4 sous-commissions. Et Vallon qui avait des thématiques particulières, et Vallon a présidé la 3e sous-commission, qui était la commission qui s'occupait de la formation des maîtres, la formation des enseignants. Quelle est l'architecture de ce plan? Alors, je vais dire des choses qui me semblent assez connues, mais je n'en sais rien au fond. L'architecture de ce plan, c'est un enseignement qui est gratuit, intégralement gratuit, obligatoire jusqu'à 18 ans. C'est une innovation que plus personne après, quels que soient les plans de réforme qui se sont succédés, n'a réitéré. Et il est organisé en 3 cycles. Un cycle élémentaire, correspond, si vous voulez, à l'école primaire, 7 à 11 ans. L'école primaire commence à 7 ans et non pas à 6, dans le plan Langevin-Vallon. Un cycle dit d'orientation qui correspond grosso modo à ce que nous appellerions aujourd'hui le collège. Alors pas grosso modo, d'ailleurs, tout à fait exactement, 11-15 ans. Et un cycle de détermination, dit de détermination, je reprends les dénominations du plan, entre 15 et 18 ans, et qui correspond au lycée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une école en 3 cycles obligatoires jusqu'à 18 ans? Ça veut dire que tous les enfants, évidemment, vont fréquenter cette école, et l'école devient, dans le plan Langevin-Vallon, et peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'enseignement en France, un système éducatif unifié. C'est une école qu'on peut appeler effectivement une école unique. Alors le projet d'école unique, il n'est pas nouveau d'une certaine façon. C'est un projet qui a été énoncé pour la première fois dès la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, par les compagnons de l'Université nouvelle. Et ils ont appelé effectivement l'école qu'ils appelaient de leur vœu l'école unique, et le mot, le nom, l'expression a fait fortune en quelque sorte. Et les compagnons, en 1918, ils étaient 7. À la fin des années 30, ils étaient plus de 1000. C'est une association qui a prospéré. Et à la fin des années 30, qui devient le président des compagnons de l'Université nouvelle? C'est Paul Langevin. Vous voyez qu'on trouve toujours les mêmes acteurs. Et je dirais que l'idée d'école unique n'a cessé, durant toute la durée de l'entre-deux-guerres, d'être l'idée motrice d'une idée de la réforme de l'enseignement qui était régulièrement inscrite à l'agenda des politiques scolaires, qui était inscrite à l'agenda des politiques scolaires, mais qui n'a jamais commencé à recevoir l'ombre d'une réalisation. Si, quand même, la seule réalisation d'école, qui a fait un pas vers l'école unique, quelques réalisations sous le Front populaire, avec une action de Jean Zay qui était tout à fait remarquable, mais qui n'a pas pu aboutir, notamment sans doute à cause de la suite des événements sur lesquels ont débouché le Front populaire, ou qui ont suivi le Front populaire. Il y a eu aussi la gratuité du lycée, qui allait dans le sens de l'école unique, qui s'est élaborée autour des années 30, mais c'était tout. Et c'est bien ce projet d'école unique que reprend le plan Langevin-Vallon en faisant relever l'enseignement donc d'un seul système éducatif organisé en 3 cycles successifs. J'insiste sur le fait que au fond, l'interprétation que le plan Langevin-Vallon donne à l'idée d'école unique est une interprétation littérale ou radicale. Au fond, il y a une seule école de 7 à 18 ans. Et la fin de cette école, donc 18 ans, la fin du cycle de détermination, devient, au fond, la fin de l'école élémentaire. L'école élémentaire, au fond, dans le plan Langevin-Vallon, se déplace de la fin de l'école primaire à la fin de ce que nous appelons aujourd'hui le lycée. Il y a là quelque chose qui est tout à fait essentiel, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure. Cette école unique répond à quoi? Elle répond à une exigence que le plan Langevin-Vallon appelle
un principe de justice, c'est-à-dire l'exigence de démocratiser l'enseignement. L'idée d'enseignement démocratique, de démocratisation de l'enseignement, peut être utilisée par les commissaires. Je ne sais pas, je ne sais plus exactement, il faudrait que je vérifie si on trouve l'expression dans le plan, mais on la trouve par ailleurs, j'y reviendrai, sous la plume d'Henri Vallon. Démocratiser l'enseignement, en quel sens ? Au sens qu'il s'agit de faire en sorte que les enfants voient désormais leur trajectoire scolaire non plus déterminée par leur appartenance sociale, classe populaire dans une école primaire qui se terminait à 14 ans à l'époque, enfant de bourgeois dans un secondaire qui débouchait sur le baccalauréat, et puis après donc sur les études supérieures. Donc faire en sorte que les enfants voient leur trajectoire scolaire non plus déterminée par par ce type d'appartenance sociale, ce qui était globalement le cas à l'époque et jusqu'alors. Et à cet égard, le cycle 2, c'est-à-dire le cycle d'orientation, est l'élément central de cette architecture scolaire. Et d'ailleurs, c'est un point qui a le plus occupé les séances des commissions. Il y a eu 60, un peu plus de 60 séances en tout, c'est étagé donc entre 44 et 47. Un des points qui ont le plus occupé effectivement les commissaires dans leurs séances, c'est la question du collège, la question du cycle d'orientation. Alors, donc, plus une trajectoire scolaire déterminée par l'appartenance sociale. Mais alors, déterminée par quoi ? Eh bien, déterminée par quelque chose dont Régis Ouvrier-Bonat nous a parlé tout à l'heure un petit peu, déterminée par les aptitudes. La notion d'aptitude est effectivement une catégorie qui avait un sens psychologique pour Vallon, pour Piron, qui n'avait peut-être pas effectivement exactement le même sens psychologique pour Piron et pour Vallon, mais c'est aussi une catégorie qui a un enjeu politique. Une orientation par les aptitudes pour le plan Angevin-Vallon, c'est une orientation démocratique puisqu'elle n'est plus déterminée par les appartenances sociales, par la classe sociale à laquelle appartiennent les enfants. Alors, ceci dit, deux remarques à cet égard. D'abord, orienté par les aptitudes, ça manifeste aussi l'influence de l'éducation nouvelle dont vous venez de parler. En quel sens ? Au sens où il s'agit moins, pour le plan Langevin-Vallon, de sélectionner par les aptitudes que d'orienter en fonction des aptitudes. Il y a une distinction qui me semble importante à faire entre sélectionner et orienter, entre sélection et orientation. Ça signifie que, globalement, pour les commissaires, et je crois que Vallon se rangeait dans cette catégorie-là, les aptitudes sont à développer tout au long du cycle d'orientation, donc de 11 et 15 ans, et non à détecter, et en tout cas certainement pas à détecter de façon précoce. Et développer les attitudes sur 4 ans, comme ça, eh bien, ça suppose, je dirais, une forme pédagogique, une action pédagogique qui est particulière et qui est précisément fondée sur les méthodes actives. Et on retrouve là l'influence de l'éducation nouvelle dans les travaux de la commission. Alors, Vallon, oui, mais il n'est pas le seul. Et d'ailleurs, sur la notion d'aptitude, le débat ne se résume pas à Vallon et Piron, y compris dans la commission Langevin-Vallon. Il y a notamment un autre acteur très important dans la commission qui a développé l'idée d'une orientation selon les aptitudes, qui est Roger Gall, et qui n'est pas du tout psychologue. Alors, donc, Vallon n'est pas le seul à représenter ce courant de l'éducation nouvelle. On peut évidemment, il y a Paul Langevin lui-même, il y a Henri Piron, il y a Gustave Monod, qui est à l'époque le directeur de l'enseignement du second degré et qui siège dans la commission au titre de directeur du second degré au ministère. Il y a Fernande Seclériou, qui est la secrétaire de la commission et qui est membre du GFEN, du groupe français de l'éducation nouvelle. Roger Gall, dont je viens de parler, secrétaire adjoint de la commission, lui aussi membre important du GFEN. Alfred Weiler, de même, secrétaire adjoint de la commission et lui aussi membre du GFEN. Il y a effectivement la présence de l'éducation nouvelle est très très importante au sein de la commission. La deuxième chose que je voudrais signaler à propos des aptitudes, c'est l'idée que le plan insiste énormément sur l'égale dignité
culturelle des aptitudes, hein, et développe de ce point de vue-là une conception universaliste de la culture extrêmement rigoureuse. Hein. Je veux dire que il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les différentes aptitudes que l'école doit permettre de développer chez les enfants. Il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les aptitudes littéraires, les aptitudes scientifiques, les aptitudes techniques, les aptitudes manuelles. La voie classique, par exemple, le latin-grec, hein, qui était jusqu'alors la voie d'excellence, la filière d'excellence, hein, elle n'est plus dans le plan que une voie parmi d'autres, au même titre que les autres. Et d'ailleurs, très significativement, le latin, dans le plan, devient une option qui commence à être enseignée qu'en 4e, c'est-à-dire dans la 3e année du cycle d'orientation. Ce qui a suscité de très vifs débats dans la commission, parce qu'il y avait un certain nombre de personnalités de cette commission, et notamment ceux qui siégeaient à des titres institutionnels, mais pas que, qui s'opposaient à cela et qui étaient des défenseurs de la culture classique que devait avoir le lycée ou le collège ou l'enseignement secondaire à partir de la classe de 6e. Hein. C'est en cela que je dis qu'il y a une conception très universaliste de la culture, parce qu'au fond, il y a un élargissement de la catégorie des humanités. Hein. Il y avait les humanités classiques. Depuis, effectivement, le début du XXe siècle, on commençait à parler d'humanité moderne. Et d'ailleurs, depuis 1902, il y avait pour la première fois dans les lycées une section qui commençait la 6e et qui finissait au bac et qui était entièrement sans latin. Mais le plan Angevin-Wallon veut non seulement promouvoir aussi ce type d'humanité scientifique, mais aussi promouvoir au fond un 3e type d'humanité, qui est un type d'humanité technique. Ça suppose tout cela une transformation profonde de l'enseignement secondaire. Une transformation profonde de l'enseignement secondaire. Je le disais tout à l'heure, l'enseignement secondaire n'est plus l'enseignement qui débouche systématiquement sur le baccalauréat, puisqu'il devient l'enseignement de tous, et que tous les enfants de France, tous les enfants qui commencent leur scolarité à 7 ans vont finir dans un cycle terminal, dans le cycle de détermination. Ça veut dire que le baccalauréat n'est plus le débouché naturel du secondaire, il ne devient le débouché que pour une certaine catégorie d'enfants. En gros, il y a 3 sections pour le baccalauréat, pour le cycle de détermination, je veux dire. Il y a une section pratique qui est destinée aux enfants chez qui les aptitudes manuelles, je cite le plan, hein, aux enfants chez qui les aptitudes manuelles l'emportent sur les aptitudes intellectuelles. Ces enfants-là, ils vont quand même jusqu'à 18 ans. Hein. Après, ils ne passent pas le baccalauréat, ils ne vont pas dans l'enseignement supérieur, mais ils auront quand même un niveau de scolarité jusqu'à 18 ans. Après, il y aura une section professionnelle concernant les enfants susceptibles de fournir, je cite toujours le plan, les enfants susceptibles de fournir les cadres moyens de la production et qui manifestent plus d'aptitude pour l'exécution que pour les études théoriques. Ceux-là aussi, comme les premiers, ils arrêtent leur scolarité à 18 ans, la scolarité obligatoire, ils ne passent pas le baccalauréat, ils ne vont pas dans l'enseignement supérieur. Et il y a enfin, et pour ceux-là seuls, dit le plan, qui peuvent le suivre, une section théorique concernant, je cite, les enfants dont les aptitudes aux études théoriques auront été reconnues et qui seront dirigés vers les enseignements qui les mèneront au baccalauréat. Et cette section théorique est elle-même, conformément à l'idéal universaliste de culture que j'évoquais tout à l'heure, divisé en 4 ou subdivisé en 4, hein, les humanités classiques, latin-grec, les humanités modernes, les langues, l'histoire, le français, la littérature française, les sciences pures et les sciences techniques. Vous voyez, l'école unique telle qu'elle est conçue par le plan Angevin-Wallon, ce n'est pas la possibilité à tous les élèves d'accéder à un secondaire qui resterait par ailleurs inchangé. Ce n'est pas une façon d'inviter tous les enfants à la même table, mais en disant c'est le même menu qu'avant. Au contraire, et j'y insiste bien, l'école unique, c'est une école qui ne débouche pas nécessairement sur le baccalauréat,
mais qui devient le dernier étage d'une école élémentaire pour tous, ce que le plan appelle significativement un premier degré. La totalité des 3 cycles, de 7 à 18 ans, c'est le premier degré. Le second degré, c'est l'enseignement supérieur. La terminologie du plan. Ça permet de comprendre quel type de démocratisation est proposé par le plan Angevin-Wallon. Et pour le proposer, je dirais qu'il faut distinguer, avec Antoine Pro, il faut distinguer 2 sortes de démocratisation. Il y a une démocratisation de la sélection et il y a une démocratisation de la réussite. Ce sont des distinctions que propose Antoine Pro. Qu'est-ce que c'est que la démocratisation de la sélection? La démocratisation de la sélection, c'est l'ouverture du secondaire à tous dans le but d'élargir la base sociale du recrutement des élites. Un tel recrutement restant le but principal de ce degré d'enseignement, c'est-à-dire le secondaire. Il me semble qu'aujourd'hui, quand on parle de démocratisation de l'enseignement, on n'a en vue que la démocratisation de la sélection. Le modèle, c'est l'enfant d'origine immigrée qui arrive à rentrer à Normal Sup ou à Polytechnique. Mais ce n'est pas la conception de la démocratisation dans le plan Angevin-Wallon, et Wallon lui-même s'en est expliqué très clairement, très précisément, dans une conférence de 1946. Je ne vais pas vous lire la totalité de la conférence parce que ça me prendrait trop de temps, mais après avoir dit qu'il ne suffisait pas effectivement d'ouvrir les formations d'excellence aux élèves des classes populaires, Wallon ajoute la conception démocratique de l'enseignement envisage une élévation totale de la nation, quelle que soit la situation occupée, ou plutôt quel que soit le travail et quelles que soient les fonctions qu'auront à remplir tous les individus de la société. Et cela, continue Wallon, exige que, selon ses aptitudes naturelles, remarquez qu'il dit naturelles, là, sur aptitude, mais enfin peu importe, je ne vais pas reprendre ce débat, selon ses aptitudes naturelles, chacun ait accès à la culture la plus élevée. Vous voyez, il ne s'agit pas de démocratiser la sélection, de permettre à des enfants d'origine populaire de devenir parmi les meilleurs. Il s'agit d'élever le niveau culturel général de la nation, donc de donner la possibilité à tous d'aller au meilleur que ce que ses capacités et ses aptitudes permettent. Et en cela, effectivement, le plan Angevin-Wallon se range beaucoup plus du côté de la démocratisation de la réussite. Dernier point, est-ce que le plan Angevin-Wallon était un plan communiste? Alors, Wallon était membre du Parti communiste. Il n'était pas depuis longtemps, il était depuis 1942. Mais enfin, ça a été un compagnon de route avant, depuis longtemps. Langevin était membre aussi du Parti communiste. Lui aussi, compagnon de route pendant longtemps et membre du Parti communiste depuis peu. Avec eux, il y a 4 membres. Moi, j'en ai retrouvé. Il y en a peut-être un 5e, qui est André Voguet, mais André Voguet, qui est effectivement membre du Parti communiste et instituteur, je n'en ai pas trouvé beaucoup de présence, alors qu'il est inscrit dans les listings des commissaires, dans le travail de la commission. Alors je l'écarte. Il y a donc en tout 6 communistes, il y a Langevin et Wallon, il y a Paul Le Roland, qui est à l'époque le directeur de l'enseignement technique, qui siège dans la commission à ce titre, c'est-à-dire c'est un institutionnel. Il y a le géographe Pierre Georges, il y a Fernande Seclériou, dont je parlais tout à l'heure, inspectrice et membre du GFEN, et puis il y a Fernand Canonge, qui est professeur dans l'enseignement technique. Donc il y a quand même 6, la commission a une vingtaine de membres, entre 15 et 20 membres. C'est assez difficile de savoir qui était vraiment membre, parce que ça fluctue, puis il y a eu des morts. Mais disons entre 15 et 20 membres, 6, c'est pas la majorité, mais c'est quand même, c'est assez important, surtout les 2 présidents successifs. Surtout les 2 présidents successifs. Cela dit, et ce qui fait dire que le Parti communiste s'est toujours réclamé du plan Angevin-Wallon. Dans les années 50, le PCF propose, le groupe communiste à l'Assemblée propose plusieurs projets de loi qui demandent, c'est l'expression alors qui est employée, l'application intégrale du plan Angevin-Wallon. Mais personnellement, je relativiserai beaucoup cette idée que le plan Angevin-Wallon est un plan communiste. D'abord parce qu'il y a eu d'autres acteurs très, très, très importants et qui ont été très influents, qui sont très actifs pendant la commission. Il y a eu Gustave Monod, il y a eu Roger Gall, Alfred Weiler, ce sont des gens qui sont beaucoup, beaucoup intervenus. Et puis surtout, sans entrer dans le détail des différences,
il faut mentionner ce qui me semble être la différence principale, tout au moins une des différences principales. Le Parti communiste a lui-même déposé, il a conçu en 1943, c'est-à-dire en pleine résistance, en pleine occupation, un projet, une esquisse, effectivement, d'un plan futur d'éducation nationale. Et c'était aussi un plan d'école unique. Et c'était aussi un plan qui disait qu'il faut orienter les élèves selon les aptitudes et non plus selon la classe sociale. Mais la grande différence, c'est que le projet communiste était beaucoup plus planiste, si je puis dire, que ne le sera le plan Angin-Wallon. C'est-à-dire l'idée était bien d'orienter les élèves selon les aptitudes, sans tenir compte donc de leur classe sociale, mais cette orientation était, dans le plan communiste, essentiellement commandée par les besoins de l'économie. Le plan Langevin-Wallon est beaucoup plus, si je puis dire, individualiste, c'est-à-dire qu'il s'agit, pour le plan Langevin-Wallon, essentiellement d'abord de permettre aux individus le meilleur épanouissement possible de leur potentialité. Alors bien sûr, il y a aussi la présupposition que l'épanouissement possible des potentialités individuelles va correspondre aux besoins de l'économie. Ça, c'est une présupposition, il me semble, la présupposition utopiste du plan. Mais ce qui est premier dans les objectifs, c'est effectivement l'épanouissement chacun de leur potentialité, que chacun puisse aller jusqu'au bout de ce que leurs aptitudes permettent. Et sur des questions absolument centrales du plan, Wallon fut au moins aussi proche de personnes comme Roger Gall, dont je parlais tout à l'heure, ou de Gustave Monod, qui n'étaient pas du tout de la même orientation philosophique, aussi bien Roger Gall que Gustave Monod étaient plus, on va dire, de manière globale, spiritualistes, que de ses camarades communistes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comprendre le plan Langevin-Wallon comme si le pédagogique ou l'éducatif était l'ombre portée, en quelque sorte, du politique. Et il ne l'est pas, et je crois que c'est précisément parce qu'il ne l'est pas qu'il a pu devenir cette espèce de patrimoine commun de la réforme éducative en France, dont je parlais tout à l'heure, et dont finalement, beaucoup d'acteurs politiques se sont réclamés par la suite. Alors, il y a eu beaucoup de projets sous la 4e République qui n'ont pas plus abouti que le plan Langevin-Wallon, qui sont réclamés tous plus ou moins du plan Langevin-Wallon. Il y a eu les grandes réformes gaullistes amorcées à partir des années 60, où on a pu aussi, et certains acteurs éminents ont pu aussi se réclamer du plan Langevin-Wallon, et jusqu'à la réforme Abi, celle du collège unique en 75, où il a pu encore être fait référence au plan Langevin-Wallon. Donc il y a quand même quelque chose là qui doit permettre de comprendre que le plan Langevin-Wallon n'est pas réductible finalement aux orientations politiques de ces deux présidents successifs, Langevin et Wallon. Voilà, je vous remercie de votre attention.